Bonjour et puis bienvenue pour cette nouvelle chronique Agora en partenariat avec le Cercle des Libéraux. Donc vous pouvez toujours nous retrouver sur le Cercle des Libéraux et sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'un sujet qui est pourquoi les gens votent mal, pourquoi ils pourraient continuer à mal voter, et qu'est-ce que ça peut signifier pour l'euro, Deutsche Bank et les banques européennes. A priori, pas de lien évident entre tous ces sujets, mais nous allons voir qu'en fait, si. Donc, à la surprise générale, Donald Trump a été élu et les gens ont mal voté. Enfin, quand je dis mal voté, c'est évidemment ironique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que n'avaient pas prévu les médias mainstream et grand public. En fait, ce vote, il faut le voir un peu comme une révolte des gens contre le système. Il y avait une candidate qui était le système, et il y avait un candidat, Donald Trump, qui était hors système, qui n'avait jamais été élu, qui était vierge de tout mandat électoral. Alors, pourquoi les gens ont-ils voté comme ça? Probablement, je l'analyse comme un mouvement contre l'érosion du pouvoir d'achat des classes moyennes par justement le système. Cette érosion du pouvoir d'achat des classes moyennes, elle est directement liée au maquillage des taux d'intérêt par les banques centrales. En fait, comme vous le savez, depuis la crise de 2008, les taux sont maintenus ultra bas, l'épargne ne rapporte plus rien, et pour de nombreux Américains de la classe moyenne, le pouvoir d'achat a été diminué, notamment sur deux points importants, le pouvoir d'achat en immobilier et le pouvoir d'achat automobile. Et ceci, c'est un constat sur le terrain qu'on peut faire en regardant des chiffres, non pas en prix, mais en valeur absolue. Par exemple, la surface des logements neufs commercialisés aux États-Unis a diminué de 8% depuis 10 ans. Si la surface des logements neufs qu'on commercialise diminue, ce n'est pas parce que les gens ont plus d'argent, que ce soit les propriétaires ou les locataires. C'est bien parce qu'ils en ont moins. De la même façon, le nombre d'heures de travail nécessaires pour acquérir un véhicule utilitaire de base, comme la Ford 150, le modèle F-150 de Ford, a augmenté, lui, de 20% en 40 ans. Là encore, c'est le véhicule de l'artisan moyen américain qui travaille, c'est l'électorat de Donald Trump. Donc, ces gens-là se rendent compte que le système les floue, et que par contre, l'élite, elle, continue à s'enrichir et ils votent hors système. Si on traverse l'Atlantique, la situation n'est pas très différente. Alors, depuis l'élection de Trump, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, une hausse des taux d'intérêt, violente. Donc, une hausse des taux d'intérêt, elle avait commencé dans l'été, ce n'est pas que l'effet Trump, mais les choses se sont emballées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États empruntent pour bien plus cher qu'avant l'élection de Trump. Pourquoi? Explication, les médias ont jugé que le programme de Trump était un programme inflationniste, et donc l'inflation, c'est l'ennemi de l'obligation, et donc ils vendent leurs obligations, et ça explique donc cette montée des taux partout, aussi bien aux États-Unis, mais aussi en Europe, et nous allons y venir, et en Asie. Si cette hausse des taux se poursuit et que les premières poussées d'inflation se confirment, nous aurons à affronter une nouvelle crise de la dette en zone euro. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le système ne peut pas supporter de hausse de taux. Alors on va prendre un exemple très simple. Vous avez un fardeau de dette de 100. Vous payez 2% d'intérêt, donc 2 tous les ans, pour supporter votre fardeau de dette. Bien. Si les taux baissent, vous avez 200 de dette, mais que vous payez 1% d'intérêt, c'est toujours pareil, vous payez 2. Tout va bien.
Mais dès que la mécanique se renverse, là, à ce moment-là, tout le monde est broyé, et ça devient insupportable puisque le fardeau de la dette augmente alors même que la croissance est molle et que déjà les États dépensent plus que ce qu'ils ont en recettes fiscales. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne peut plus payer une dette lorsque... Enfin, on ne peut plus payer les intérêts d'une dette lorsque, d'une part, les revenus n'augmentent pas assez vite, les intérêts de la dette augmentent trop vite et qu'on dépense plus que ces revenus. Donc ça va être la situation de des États-Unis en premier lieu et d'une grande partie des États de l'Union européenne et de la zone euro. En fait, le seul pays qui a un budget équilibré, qui peut supporter une hausse des taux, c'est l'Allemagne. Tout le reste, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, tous ces pays-là ne peuvent pas le supporter. Donc, qu'est-ce qui va se passer aussi dans les banques? Eh bien, le système bancaire européen est gorgé de créances douteuses. Il faut savoir que le cas de la France, où le crédit privé est à taux fixe, est un cas presque unique dans la plupart des pays d'Europe. Les crédits ne sont pas à taux fixe, mais sont à taux variable. Donc si les taux montent, si les taux en général, même d'emprunt, montent, les taux des crédits des gens montent aussi. Or, les banques italiennes, pour ne prendre qu'elles, sont gorgées de créances douteuses. Un chiffre, 18%. 18% de créances douteuses dans les banques italiennes contre seulement 4% en France et 2% en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, si les taux montent, si les gens ont plus de difficultés à rembourser, le taux de créances douteuses va exploser. Aujourd'hui, on apprend que Unicredit cherche 12 milliards d'euros de recapitalisation. 12 milliards d'euros, ça fait quand même 3 Kerviel. On apprend que Monte Paschi, qui est une des plus vieilles banques italiennes, va ruiner ses déposants épargnants en transformant des obligations bancaires, c'est-à-dire en gros ce qu'il y a dans les carnets et les livrets, en actions bancaires. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 16 novembre, la hausse des taux semble se calmer un petit peu. Les actions bancaires ont remonté parce que monsieur le marché pense que plus les taux augmentent, plus le business de la banque se porte mieux. Ce qui est vrai, Si je vends des pommes de terre et que le prix de la pomme de terre augmente, c'est mieux, mes marges augmentent. Mais monsieur le marché oublie un petit quelque chose, c'est que pourquoi le prix des pommes de terre augmente-t-il? Si le prix des pommes de terre augmente parce qu'il y a une maladie de la pomme de terre, et si mon stock de pommes de terre est atteint de la maladie, c'est pas bon pour mon business. Et il me semble que c'est cet aspect-là, aujourd'hui, qui est un peu négligé par monsieur le marché. Je pense que, à nouveau, si la dette italienne continue à s'envoler, nous allons devoir affronter une crise de la dette en euros, saison 2. Alors, il faut savoir que le 4 décembre, l'Italie s'apprête à voter. Elle s'apprête à voter pour une obscure réforme qui donne plus de pouvoir au gouvernement italien et à l'État italien. Il faut se souvenir que l'Italie est à l'origine une fédération, un peu comme en Allemagne, etc., que le gros État central n'est pas nécessairement dans la culture italienne. En fait, Matteo Renzi donc, a lié l'issue de ce vote un peu en a fait un plébiscite. Donc il est probable que les gens votent mal aussi en Italie, parce que leur banque coule, parce que de nombreux petits épargnants ont été déjà ruinés, et que les taux se tendent à nouveau. Et alors derrière tout ça, parce qu'on a parlé beaucoup de Deutsche Bank, que devient Deutsche Bank dans tout ça? Deutsche Bank, c'est donc un monstre de, en gros, plus de 1600 milliards d'euros de bilan. Deutsche Bank a un effet de levier de 36, c'est-à-dire que quelques pourcents de pertes la mettent à genoux.
Deutsche Bank est le spécialiste des produits dérivés, c'est le spécialiste européen mondial des produits dérivés. Et dans les produits dérivés, je vous rappelle qu'il y a des assurances, ce qu'on appelle les CDS, les Credit Default Swap, qui sont des assurances de produits de crédit. Et donc il est évident que toute crise, tout retour de la crise en euros pourrait déstabiliser Deutsche Bank. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à dire. Encore une fois, deux choses à surveiller, l'inflation et les taux. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut quand même voir que beaucoup de lois ont été passées pour, disons, protéger le système, mais non pas protéger les épargnants et les déposants individuels. Je vous conseille, donc là je parle des lois Sapin 2, la loi de résolution bancaire. Donc je vous conseille de bien vous préparer au retour de cette crise de la dette en zone euro. Les solutions existent, je vous les rappelle, on les évoque souvent, c'est la débancarisation, c'est l'assurance vie en unité de compte plutôt qu'en euros, c'est l'assurance vie au Luxembourg, pourquoi pas, c'est l'or en police d'assurance contre un krach obligataire. C'est toutes ces solutions qu'on évoque quotidiennement à la chronique Agora. Elles existent, encore une fois, il faut les prendre à temps. Ce n'est pas quand le bateau coule qu'on se demande si on peut acheter un canot de sauvetage. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle chronique.